Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Alors le 25 décembre de l'an 800, le jour de Noël donc, sous les voûtes de la basilique Saint-Pierre, Charlemagne reçoit des mains du pape Léon III la couronne d'empereur des Romains. Selon les récits carolingiens, Léon III pose la couronne sur la tête de Charlemagne, déclenchant l'acclamation du peuple romain qui le salue comme Charles l'Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur. L'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de comprendre un des événements les plus importants de l'époque médiévale, le couronnement et non le sacre du fils de Pépin le Bref, Charles dit Charles le Grand, Carolus Magnus. Que représente ce titre impérial alors que par ailleurs il existait un pouvoir impérial à Byzance en Orient? Quelle est l'implication du pape Léon dans l'événement? Que dit ce couronnement des liens entre papauté et empire? Sommes-nous dans la continuité impériale romaine ou dans une rupture faisant de l'Occident un nouveau pôle politique, la chrétienté occidentale, qui inaugure une nouvelle période de notre histoire? C'est ce que je vais avoir le plaisir de demander à mes deux invités. Marie-Céline Isaïa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à Lyon 3, spécialiste donc non seulement des Mérovingiens, mais aussi des Carolingiens. Dans une autre vie, j'ai eu la joie de vous recevoir pour votre excellent travail consacré à Rémy de Reims, et on doit même dire Remy de Reims, publié aux éditions du Cerf. Vous avez publié également une histoire des Carolingiens, paru chez Seuil, je pense qu'on va la montrer à l'écran. Et puis, vous venez aussi de publier, c'est votre actualité littéraire, une autre histoire, histoire temps et passé dans les vies et passions latines, 4e, 9e siècle. Un titre un peu long finalement pour en fait un travail consacré à ce qu'on appelle les hagiographes, donc ceux qui écrivent les vies de saints, comment ils ont appris à écrire l'histoire et quel est évidemment leur rapport au passé. On peut dire que ce sont les ancêtres des historiens? Pas les ancêtres, les contemporains d'autres historiens. Simplement, leur objet, c'est l'histoire des saints. Et c'est une discipline qui s'apprend d'écrire l'histoire des saints. Il n'y a pas de raison. On apprend aussi le passé à travers la géographie. Alors cet ouvrage est sorti, donc une autre histoire, à la Bibliothèque d'histoire des textes de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Warren Peuzet, bonjour. Bonjour Christophe Dicasse. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois sur ce plateau, c'est la deuxième fois. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est, historien naturellement également. Vous avez publié les Annales de Saint-Bertin aux belles lettres. Les Annales de Saint-Bertin, c'est un texte extrêmement important parce que c'est un des seuls textes que nous possédions et qui nous permettent de nous éclairer sur tout le IXe siècle. Alors c'est la continuation des Annales du Royaume des Francs, donc la grande source historiographique créée par Charlemagne et poursuivie sous Louis le Pieux. Donc c'est le pendant des hagiographes, pour ainsi dire, c'est à nouveau des historiens. Et c'est la seule continuation, pour ainsi dire, officielle, celle qui est menée au palais, qui se poursuit jusqu'en 882 et qui éclaire les méandres de l'Empire carolingien au défi de la division après la guerre civile de 840-843. Donc c'est une source sur un empire qui s'achemine vers sa dislocation. Et je renvoie nos téléspectateurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble avec Pierre-Antoine Fabre, consacrée à la Disputatio. Alors, on se plonge dans le sujet, qui peut être contenu en une seule date, donc cette fameuse date de l'an 800, mais nous allons peut-être commencer par le contexte. Que représente Charlemagne la veille de ce couronnement en l'an 800 ? Charlemagne est roi des Francs, roi des Lombards. C'est déjà quelqu'un d'expérimenté. Il est roi depuis 768. Il a succédé à son père, Pépin III. Il partage le pouvoir avec son frère, Carloman, qui meurt en 771. Enfin, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves et qui gouverne déjà d'une façon assez dominatrice l'Occident latin. C'est un personnage qui incarne déjà ce qu'on appellera plus tard la réforme carolingienne?
Alors, il incarne déjà... La renaissance carolingienne. En fait, c'est deux concepts qui se recoupent pas exactement, parce que quand on parle de Renaissance, on parle plutôt de Renaissance des lettres. On pense évidemment à la Renaissance du XVIe siècle, qui est le modèle de toutes les Renaissances. Mais il y a déjà un tournant réformateur chez Charlemagne dès la fin des années 780, avec un grand texte de réforme qui est lancé, qui s'appelle l'Admonitio Generalis, donc en fait l'admonition générale. Je critique tout le monde et je demande à tout le monde de corriger ses pratiques, corriger son orthographe, corriger son éducation, en 789. Donc il y a déjà un premier tournant qui pave la voie à ce qui devient 10 ans plus tard le tournant impérial autour de 800, où Charlemagne adopte des pratiques de pouvoir plus verticales. Par exemple, il détruit le dernier duché qui résistait à l'hégémonie franque, c'était le duché de Bavière, qui est détruit en 787-788, donc juste avant. Il a maté une révolte en 785-786 et imposé un serment de fidélité générale, quelque chose qui ne s'était jamais fait sous les Mérovingiens et sous les premiers Carolingiens. Donc on voit qu'il y a un tournant vertical, et c'est ce tournant qui amène, après sa dernière grande victoire, qui est la destruction de l'Empire avare en 795-796, qui amène le tournant impérial de 800. Quel est le contexte? Donc là, c'est l'aspect politique, même si politique et religion sont intimement liés à cette époque, on ne fait pas la différence entre les deux. Quel est le contexte ecclésial de ce royaume des Francs, Marie-Céline Isaac? Je ne sais pas si on ne fait pas la différence entre l'Église et l'Empire. Je pense que c'est une des constructions des intellectuels carolingiens, de certains intellectuels carolingiens, d'essayer de nous faire croire que l'Église et l'Empire sont intimement liés et que pour réformer l'une ou pour amener l'une à englober la totalité, pour arriver à accomplir son projet universel, l'une doit soutenir l'autre, ou l'Empire en tout cas doit soutenir l'Église, et qu'ils doivent marcher ensemble, mais ça n'a rien de vraiment évident. Ce qui est sûr, c'est que Ce n'est pas une évidence. C'est une construction. C'est quelque chose, peut-être même que Charlemagne résiste en partie à cette idée, puisque finalement mêler empire et Église revient à poser la question de celui qui a autorité. Oui, on va y revenir. Voilà, sur cet empire ou sur cette Église, et là il faut penser un partage, parce qu'il est évident pour tout le monde que Charlemagne n'est pas le chef de l'Église, voilà. Alors qu'il peut prétendre être le chef des royaumes francs, le chef de l'Empire, le chef de l'Europe, le roi de l'Europe, comme dit Catwulf dans une lettre assez célèbre qui est directement adressée au souverain avant son couronnement. Donc cette idée d'une assimilation, je pense que Charlemagne y résiste assez fortement, et quand lui-même décide de la façon de transmettre son pouvoir à son fils, le seul qui lui reste, Louis le Pieux en 813, il décide de le faire de façon autonome, à Aix-la-Chapelle, pas à Rome, et c'est lui qui transmet la couronne à son fils, ce qui est une façon de dire finalement que le pouvoir politique et le pouvoir religieux ne sont pas forcément à confondre. À confondre, est-ce que cela signifie aussi que, par ailleurs, Charlemagne entretient de mauvais rapports avec l'Église, ou au contraire, il cultive, il a une culture ecclésiale aussi? Alors c'est un sujet très compliqué, parce que quand nous aujourd'hui on dit Église, en fait systématiquement on pense au clergé, on pense à l'épiscopat, on pense au pape, on ne pense pas à la communauté des croyants qui en 800 représente l'intégralité de l'Occident latin. Donc évidemment que l'Empire, même si moi je dirais plutôt le royaume, parce que dans les sources, quand il décrit ce que nous on appelle son empire, en fait il dit le royaume. L'Empire et l'Église se recoupent en partie parce que c'est la même réalité, c'est les mêmes gens, ils sont tous membres de l'Église. Mais en réalité, le clergé et le roi se partagent, pour ainsi dire, la direction de cet ensemble, de cette population, avec des prérogatives différentes qui restent à négocier. Parce que nous, on a un biais constitutionnel, juridique, institutionnel. On vit au XXe, au XXIe siècle avec une constitution. On aime bien d'ailleurs les constitutions, puisqu'on en a eu 5. Mais la société du IXe siècle n'a pas de constitution. Donc lorsque les élites qui sont à la tête de cette société doivent organiser les rapports de pouvoir, ils bricolent en réalité des prérogatives, à la fois en faisant référence à des textes du passé qui ont de l'autorité pour eux, donc bien sûr la Bible, les textes des pères, les conciles, les lois romaines,
l'histoire, mais en même temps, il y a un rapport de force qui dicte la manière dont ils lisent ces textes. Certains peuvent être oubliés momentanément, d'autres sont opportunément redécouverts, comme par exemple une importante lettre du pape Gélas de la fin du Ve siècle qui dit que c'est l'autorité des pontifes et le pouvoir des empereurs qui se partagent la direction du monde. Donc, gardons à l'esprit qu'il n'y a pas de clarté absolue sur qui dirige l'Église, qui dirige l'Empire et sur la manière dont leurs prérogatives s'articulent les unes aux autres. C'est l'objet d'un rapport de force et c'est l'objet de l'interprétation des textes. Alors, oui, Marie. Dans l'ordre de la chronologie, puisqu'en fait, votre question revenait aux origines, Charlemagne avant le couronnement, en vérité. Oui. Les Pipinides, c'est-à-dire cette grande famille qui devient la famille royale des Carolingiens, les Pipinides ont quand même construit leur légitimité à gouverner sur leur capacité à réformer l'Église. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu, comme Warren le dit très bien, une alliance qui n'est pas du tout réglée par les textes, mais qui est une alliance qui se négocie au gré à gré entre les évêques des royaumes francs et cette famille qui leur disait « Nous allons ensemble conforter le pouvoir les uns des autres et grâce à notre autorité politique et militaire, votre autorité religieuse sera peut-être plus unifiée, peut-être appelée à avoir une meilleure capacité d'encadrement des populations et l'un et l'autre pouvoir vont pouvoir travailler ensemble. » Et ça, c'est en fait un projet et un programme qui existe depuis Charles Martel. C'est ça que Charlemagne porte à une forme d'apogée. Alors il y a un autre pouvoir, c'est le pouvoir oriental. On a tendance à l'oublier, nous, occidentaux, mais l'empereur est aussi à Byzance, et d'abord à Byzance. L'empereur est seulement à Byzance. Et seulement à Byzance. Vous allez plus loin. Il y a des tensions entre l'Orient et l'Occident ? Des tensions très anciennes, puisque à partir du moment où le divorce est consommé entre l'Occident et l'Orient, en fin du Ve siècle, l'Empire d'Occident s'effondre, les emblèmes impériaux sont renvoyés à Constantinople. Bien sûr, l'Orient continue d'avoir des prétentions sur l'Occident, c'est pour ça que se produisent les différentes reconquêtes de Justinien. Cependant, les relations entre le monde latin et le monde grec sont empoisonnées par une série de querelles, souvent théologiques. Mais c'est dur de dire qu'elles sont seulement théologiques parce que l'empereur intervient en permanence dans ces conflits théologiques. Alors on pourrait les additionner, le schisme acassien, le schisme des 3 chapitres, ensuite la controverse monotélite au 7e siècle. Donc en fait, à chaque siècle se produit une querelle théologique qui approfondit l'incompréhension entre l'Est et l'Ouest et qui pousse les Occidentaux de plus en plus, les Latins et notamment l'Église romaine, à penser que les Grecs sont intrinsèquement hérétiques, que c'est en fait un patriarcat, le patriarcat de Constantinople, qui a été trop souvent hérétique pour qu'il ait le même prestige que Rome. Rome qui, au contraire, a la prétention à n'avoir jamais été un siège hérétique. Il n'y a jamais eu de pape arien, il n'y a jamais eu de pape monotélite, etc. Et ça, c'est une prétention que le pape partage avec le peuple franc. Lorsque se noue l'alliance dont a parlé Marie-Céline tout à l'heure, donc dans les années 750, les Francs ont aussi la prétention réelle à n'avoir jamais été ariens. Ce sont des barbares, un peuple barbare, un terme qui n'est pas péjoratif, je le rappelle, qui se sont convertis, qui s'est converti directement au catholicisme nicéen, au catholicisme romain. Et lorsque Pépin le Bref se fait sacrer en 751 puis en 754, il fait rééditer le prologue de la loi salique et dans ce prologue, il dit « le peuple franc n'a jamais été hérétique ». Donc c'est le grand point commun entre les Francs et la papauté, que les Francs prennent sous leur protection. Il y a aussi le culte des images. On refuse le culte des images en Orient, c'est bien cela ? Et ça constitue un autre point de friction. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très conjoncturel. Oui. Il y a une nouvelle dynastie qui prend le pouvoir à Byzance, la dynastie des Isauriens en 717. Cette nouvelle dynastie, avec Léon III l'Isaurien, puis son fils Constantin V, pratique effectivement, en tout cas vante, une interprétation du christianisme qu'ils veulent moins idolâtre, donc en réduisant la place des images de dévotion qu'ils jugent devenues excessives. Oui, ce qu'on appelle la crise iconoclaste. Voilà, c'est l'iconoclasme. Alors, ce qu'ils font exactement, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est à front renversé que le problème est résolu. C'est ce qui ne va pas clarifier la situation. Les Byzantins sont donc iconoclastes au 8e siècle sous les Isauriens, puis
redeviennent iconodoules, donc pratiquant le culte des images, ce qui est la position la plus orthodoxe, Nous sommes, nous, catholiques. Voilà, iconodoules. nous sommes des iconodoules, soit. Et à ce moment-là, le pape étant content de voir revenir enfin les Byzantins de leur hérésie iconoclaste, en fait part à Charlemagne, qui, au lieu de célébrer l'unité de l'Église retrouvée, trouve que cette iconodoulie elle-même Oui. est excessive. Si bien que ce sont les Carolingiens qui finissent par défendre un semi-iconoclasme, Oui. disons une iconodoulie modérée, Oui. et que, voilà, autour de la question des images, effectivement, se noue la vraie question qui est qui a autorité pour dire quelle est la bonne position dogmatique. Et alors justement, est-ce que ces différents schismes que vous évoquez, à la fois vis-à-vis de Rome, mais aussi vis-à-vis du pouvoir de Charlemagne, est-ce que tout cela pousse Charlemagne, j'allais dire, dans un chemin qui l'amènerait à finalement prétendre à la couronne impériale? Est-ce que ce sont des éléments précurseurs qui le poussent à prendre cette décision de dire, mais au fond, je représente un pouvoir plus légitime que le pouvoir byzantin? Alors je vais répondre en deux temps. Dans un premier temps, oui, sans aucun doute, mais après je vais nuancer assez fortement en rappelant que c'est quand même le hard power qui l'emporte dans ce genre de discussion. Alors oui, dans une certaine mesure, parce que Charlemagne fait du pôle franc, c'est-à-dire de sa cour, un arbitre théologique qu'il n'avait en réalité jamais été. Dans le paysage des royaumes barbares depuis la chute de l'Empire romain, le royaume des Francs était probablement celui qui avait vécu le déclin culturel le plus prononcé. Quand on le compare au royaume des Ostrogoths, ça fait absolument aucun doute. Quand on le compare au royaume des Visigoths, ça fait absolument aucun doute. Il n'y a pas l'équivalent d'Isidore, il n'y a pas l'équivalent de Cassiodore dans le royaume des Francs. Et Charlemagne, c'est la Renaissance dont vous parliez tout à l'heure, réunit autour de lui un aréopage de savants qu'il fait venir de partout, qu'il fait venir du monde anglo-saxon, qu'il fait venir d'Irlande, qu'il fait venir d'Espagne, qu'il fait venir d'Italie, et qui redonne un éclat intellectuel dont il se sert pour transformer le palais en arbitre théologique, contre l'adoptionnisme espagnol, qui est la grande hérésie qui le préoccupe, plus que l'iconodoulie, je dirais, dans les années 790, mais aussi contre donc, le concile de Nicée II de 787, qui est parvenu à son palais dans une version mal traduite qui lui a fait croire que les Byzantins étaient en fait de véritables idolâtres. Et donc il y a eu une production de textes très hostiles aux Byzantins pendant quelques années. Donc oui, dans une certaine mesure, Charlemagne a profité de ces prétextes, pour ainsi dire, pour asseoir la légitimité théologique de son palais, et c'est pas pour rien si son fils Louis le Pieux fait inscrire sur son tombeau Magnus et orthodoxus imperator en 814, c'est que l'orthodoxie est un épithète impérial, enfin c'est une qualité impériale qu'on retrouve à Constantinople. Donc oui, c'est important, mais c'est moins important que le fait qu'en 800, le royaume des Francs est le seul royaume qui subsiste des trois grands royaumes barbares, Visigoths, Lombards, Francs. Les autres ont disparu. Il les a conquis. Il a conquis le royaume des Lombards. Il a conquis une petite partie de l'Espagne. Et il a dilaté les frontières de son empire dans les faits vers l'Est, ce qui en fait une puissance hégémonique. C'est surtout ça qui compte. Donc la question... Oui, Marie-Céline. En vérité, on parle là de débat d'idées finalement, mais comme le disait très bien Warren, la question ne se joue pas entre l'Empire byzantin ou l'Empire carolingien, lequel des deux est le plus légitime. La question se joue en Italie, la question se joue à Troyes, c'est-à-dire par rapport à ce pape qui est là à Rome en Italie, lequel va avoir le droit de l'empereur de Byzance ou du roi des Francs d'être son protecteur. Oui. Là. C'est plus une question d'autorité sur l'Italie ou de protectorat sur l'Italie. Et l'expansionnisme que Warren vient de décrire conduit les Francs à être de fait les protecteurs de l'Italie. Et c'est là que se joue en fait le couronnement impérial. Alors, je reste avec vous. J'ai dit dans mon introduction qu'il ne fallait pas confondre le couronnement et le sacre. En 800, le 25 décembre, c'est un couronnement. Nous, généralement, on confond les deux, parce que nous sommes français, et les rois de France se faisaient couronner et sacrer. En même temps, Charlemagne a déjà été sacré en 800 ? En fait, sacré, ça veut simplement dire recevoir une onction. Recevoir une onction, c'est ce qu'on a retiré au Moyen-Âge de l'onction davidique, quand Dieu demande qu'un
un homme soit choisi pour roi, on verse sur sa tête une huile qui fait de cet homme quelqu'un qui a été voulu par Dieu. Donc c'est le geste liturgique qui vient vraiment garantir le choix de Dieu. Voilà. Cette onction-là, c'est quelque chose de nouveau, puisque normalement, quand on choisit un roi barbare, on l'élit. Il y a un consensus autour de cet homme-là. Et puis, éventuellement, on lui pose une couronne sur la tête s'il le faut. Ça ne se pratique pas partout. Il y a une couronne chez les Lombards, il n'y en a pas forcément ailleurs. Donc, ce sont les Pipinides néo-carolingiens qui inventent cette pratique du sacre dont bénéficie Pépin III au moment où il fonde la dynastie carolingienne. Pépin III, c'est Pépin le Bref. Pépin III, c'est Pépin le Bref, c'est le père de Charlemagne. Voilà. Le père de Charlemagne. Et donc, Charlemagne, lui, a été sacré déjà. Il a été sacré en 768, quand il a pris la succession de son père comme roi. C'est le roi qui est sacré. Donc, il n'a pas besoin de l'être à nouveau, a priori. Il peut simplement être acclamé empereur, couronné empereur, si on veut, reconnu empereur, si bien que, et c'est là une très grosse différence avec l'Empire byzantin, en Occident, on a des rois qui, de temps en temps, reçoivent l'Empire comme dignité supplémentaire, mais pas expression pleine de leur pouvoir. Et alors, comme vous êtes une spécialiste des Mérovingiens et que vous avez écrit sur Saint-Remy, il faut distinguer évidemment le baptême de Clovis du sacre en lui-même. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est le même geste, ou en tout cas, il y a un geste qui ressemble, qui est celui de l'onction, si bien que le baptême de Clovis, qui n'a été qu'un baptême et pas un sacre, a été réinterprété à la fin du IXe siècle par un Khmar archevêque de Reims, comme étant sans doute quelque chose qui ressemble à un sacre, ou quelque chose qui préfigure un sacre. Et après, c'est tout le travail de l'idéologie capétienne de dire que le baptême de Clovis était un sacre. Brian Peuzé ? Alors, évidemment, tout ce que vient de dire Marie-Céline est juste. Je rajoute ma petite pierre à l'édifice en rappelant que le baptême a une petite dimension royale. Parce que par le baptême, vos auditeurs qui lisent le Nouveau Testament l'entendront peut-être résonner. Nous entrons dans le sacerdoce royal, dans la nation sainte. Nous faisons partie d'un peuple qui est en même temps sacerdotal et en même temps royal. Le prototype ou l'archétype du roi prêtre étant bien sûr le Christ, au type duquel on est conformé par le baptême. Donc le baptême a quelque chose de royal, c'est ce que disent tous les commentaires sur le baptême de l'époque carolingienne. Et lorsque Pépin le Bref et surtout les évêques de son entourage ont dû inventer le geste du baptême en 751. Ils se sont tournés vers l'onction qu'ils connaissaient le mieux, qui était l'onction baptismale. Et pour être un petit peu plus précis, c'est l'onction de confirmation post-baptismale. Donc vous sortez des fonts baptismaux, le prêtre vous oint une première fois, puis vous vous dirigez vers l'évêque qui vous revêt d'un vêtement blanc, qui appelle sur vous la bénédiction, les septiformes du Saint-Esprit, et qui vous joint une deuxième fois. Et c'est cette onction-là qui sert de modèle à l'onction du roi. Et pourquoi c'est important ? Parce que nous avons un roi qui renverse une dynastie. Les Pipinides renversent la dynastie des Mérovingiens qui a été au pouvoir pendant près de 300 ans sans compétition. Ils ont un manque cruel de légitimité. Alors où vont-ils chercher cette légitimité ? Hormis bien sûr dans le consensus des Francs autour d'eux. On l'a dit tout à l'heure, dans la réforme. Ce sont les réformateurs de l'Église, les protecteurs de l'Église, ce qui explique pourquoi les évêques sont présents dans leur entourage et pourquoi le pape les soutient. Mais il faut aussi convaincre le peuple autour d'eux, les grands, qu'ils sont différents et que la protection de Dieu les transforme en des hommes différents. Et quelle meilleure manière de montrer ça, d'incarner cela et de manifester cela qu'adopter le grand rite de passage du monde chrétien, celui que tout le monde traverse une fois dans sa vie, c'est-à-dire le baptême. Donc ce rite, l'adoption ou le travestissement, la réutilisation d'une partie du rite du baptême, de la confirmation post-baptismale pour un rite d'inauguration royale, sert à convaincre le public que le roi Pipinide n'est plus tout à fait la même personne, que c'est devenu, qu'elle a été transformée par la bénédiction de Dieu. Donc il y a un lien entre onction et royauté et protection divine. Oui, et surtout que la Bible dit « tu ne porteras pas la main sur l'oint du Seigneur ». Donc il y a un commandement. L'oint, c'est le choisi. L'oint, le choisi, le Christ, celui qui a reçu l'onction. Donc il y a un commandement biblique qui interdit de porter la main désormais sur cette nouvelle dynastie. C'est aussi une façon de protéger ces usurpateurs. Mais donc rien à voir avec le moment où Charlemagne reçoit le titre impérial, ce qui est
un autre cérémonial, un autre décorum. Alors on va y venir. Alors ça, c'est... oui. Peut-être une Si on y dernière revient question, tout à parce que l'heure. le temps tourne. Le serment tel qu'il existe au temps moderne, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui est un serment de protection de l'Église, il n'existe pas à l'époque du 8e siècle? Où nous ne le connaissons pas à l'époque de Charlemagne. D'accord. Voilà. Nous manquons de sources là-dessus. Et donc, Alors, oui. il existe une forme de protection de Charlemagne et de son père envers l'Église romaine, mais ce serment n'est pas prêté, déjà je ne suis pas sûr que ce soit un serment, et il n'est pas prêté lors du couronnement impérial. Il est prêté lorsqu'ont lieu les constitutions romaines, comme on les appelle, c'est-à-dire les engagements réciproques du pape et du roi des Francs l'un envers l'autre, notamment lorsque le roi des Francs concède les territoires que l'on appelle à l'époque la République de Saint-Pierre ou les terres de Saint-Pierre au pape. Non, la naissance à nouveau du prototype de ce qui devient plus tard le serment du sacre, c'est au sacre de Metz de septembre 869. C'est là la première fois que, juste avant d'être sacré, Charles le Chauve s'engage à défendre l'Église et surtout à respecter tous ses privilèges, c'est-à-dire tous les privilèges qui lui avaient été donnés par des capitulaires ou par des actes publics. Et ça s'inscrit en fait dans le contexte bien particulier de l'un des royaumes francs, mais pas des autres, qui est le royaume de Francie occidentale, la future France, un royaume dans lequel on a bien plus recours que dans les autres royaumes, à des formes de contractualité écrites, comme le fameux pacte de Coulaine, ou bien des serments que signent à la fois le roi, les aristocrates et les évêques pour prendre des engagements réciproques. Bref, c'est un royaume dans lequel le roi noue des engagements assez horizontaux avec ses fidèles et ses évêques. Alors, donc, pour résumer, on a bien compris que il y a dans un contexte de protection de l'Église, et de réforme de l'Église, mais que par ailleurs, il y a dans ce couronnement qui arrive une question géopolitique aussi, de protection, de pouvoir. On en vient donc à cette fameuse journée du 25 décembre 800. Est-ce qu'on peut reconstituer la scénographie liturgique de ce moment ? Alors, vous l'avez très bien dit, ça se passe à Saint-Pierre. Donc, et ce qui a l'air vraiment central, c'est que le tombeau de Saint-Pierre soit là. C'est-à-dire que la protection du prince des apôtres sur le peuple des Francs est déjà revendiquée, réclamée. Il y a une alliance qui est nouée entre Saint-Pierre et les Francs dans les lettres pontificales tout au long du 8e siècle. Et ce n'est donc pas à Saint-Jean-de-Latran. Ça aurait pu se passer dans la cathédrale du pape, après tout. Oui. Ça aurait pu se passer à des tas d'autres endroits, mais non. C'est Saint-Pierre, c'est dans la basilique de pèlerinage, auprès des reliques, et au moment de la messe. Ça, en tout cas, c'est ce que disent les annales royales. Au moment de la messe, Charlemagne étant là en prière devant l'autel, alors Léon III lui pose une couronne sur la tête. Au moment de l'acclamation, après l'acclamation ou avant l'acclamation, ça dépend des sources. Et peut-être ça n'est pas très important. C'est quelque chose d'assez bref. Et nous dit Éginard quelque chose qui a surpris. Éginard, donc, c'est le chroniqueur de l'époque. Éginard, c'est le biographe de Charlemagne, Ouais. qui écrit à ce moment-là, 20 ans après les faits. Il écrit après la mort de l'empereur, il écrit sous Louis le Pieux. Et donc, évidemment, il donne aussi une version sans doute déjà un petit peu mythifiée de ce qu'a été l'empire de Charlemagne. On a une idée des lectures, on a une idée des textes qui ont été prononcés. C'est la fête de Noël. C'est la fête de Noël, c'est donc la fête on de reprend Noël. les textes Oui, oui. de Noël. Donc, il n'y a pas de messe de sacre. Oui. C'est la messe de Noël. Oui. Au cours de laquelle, d'une façon assez surprise, Léon III pose cette couronne sur la tête de Charlemagne. En tout cas, c'est la version que donne Éginard. Alors, plusieurs ajouts à ce scénario, bien sûr. Alors, le premier est très conjoncturel pour aller dans le même sens que Marie-Céline. La liturgie romaine, qui est très très bien connue pour cette époque, prévoit que cette fête se déroule à Sainte-Marie majeure. Donc il y a vraiment un projet impérial d'emblée, c'est-à-dire que Charlemagne sait très très bien ce qui va se passer et la célébration est déplacée à Saint-Pierre, comme l'a dit Marie-Céline, pour nouer dans le ciment à prise rapide cette alliance éternelle entre les Francs et Saint-Pierre. Donc ça c'est important et c'est probablement un pacte qui s'est noué entre Léon III et Charlemagne dès l'année précédente. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à Rome
cette année-là, semble déjà préparer, négocier entre Charlemagne et le pape dès l'année précédente. Je rappelle très brièvement les faits. Léon III a été victime d'un attentat de la part de ce qu'on peut appeler le parti aristocratique à Rome, qui n'a pas digéré son élection quelques années plus tôt, à la mort d'Adrien Ier. Donc Léon III fuit et va se réfugier chez son protecteur, Charlemagne, qu'il rencontre à Paderborn, et là, certainement, est négocié pendant l'été 799, ce qui est l'année suivante, le couronnement impérial. Tout est déjà très visible, en fait, dans un grand poème épique qui est rédigé à cette occasion, que l'on appelle le poème de Charles le Grand et du pape Léon, et qui décrit Charlemagne avec déjà tout un tas de lexèmes impériaux. Il l'appelle déjà Auguste, on est en 799 et le poème appelle déjà Charlemagne Auguste. Donc c'est clair que la trajectoire impériale est déjà fixée en 799. Et lorsque Charlemagne arrive lui-même à Rome, pour ce qui est après le couronnement impérial, en novembre 799, le pape vient l'accueillir à 12 000 de la ville, c'est-à-dire à 20 km, donc une journée de marche. C'est 2 fois plus que la distance traditionnelle ou réglementaire à laquelle normalement on accueille un empereur. La dernière fois qu'il était venu, ce n'était pas la dernière fois, mais en 774, la première fois qu'il était venu, il avait été accueilli à 1 000 seulement, c'est-à-dire comme l'exarque. Là, il est accueilli à 20 000 de la ville. L'exarque, C'était le responsable des territoires byzantins en Italie, qui avait son siège à Ravenne, donc le plus haut dignitaire byzantin en Italie. Lorsque l'exarque se rendait à Rome, il était accueilli à 1 000 de la ville. L'empereur, lorsqu'il se rendait à Rome, ce qui ne se produisait plus depuis des siècles, était accueilli à 6 000. Charlemagne est accueilli à 12 000, donc il sait très bien qu'il va à Rome pour devenir empereur. Donc la scène est en quelque sorte préparée, tout est préparé, et Léon III, c'est-à-dire de manière très basique, a besoin de la protection de Charlemagne. C'est un échange de bons procédés qu'on aurait tort de politiser à l'excès, puisque c'est dans l'ordre des choses que le roi protège le pape, que le pape légitime le roi, et puis en face un empereur, dans un contexte où l'empire à Byzance est discrédité par la présence d'Irène, qui est iconodoule. On se rappelle que c'est surtout ça qui déplaisait à Charlemagne, qui est une femme et qui a déposé son propre fils 3 années plus tôt. Et puis surtout, à nouveau, le contexte des années 790 a vraiment été un moment impérial. Il y a le vide politique autour de Charlemagne. Il n'y a plus aucun roi qui puisse lui tenir tête dans le monde chrétien, puisqu'il y a bien sûr le califat dissident omeyyade en Espagne, et il contrôle Rome. C'est ce qu'a très justement rappelé Marie-Céline. Donc il y a une autoroute devant lui pour restaurer le titre impérial, plus que l'empire à proprement parler, parce qu'en fait les Francs parlent assez peu de ce que nous on appelle leur empire comme d'un empire. Quand ils parlent de l'empire, ils disent surtout le royaume. Ils sont des empereurs d'un royaume, pour ainsi dire. Ils disent le regnum, ils disent assez peu l'imperium. Ce qui reste très vrai, c'est que Léon III a besoin de Charlemagne. De fait, il a été, Warren disait, victime d'un attentat. En fait, il a été sans doute déposé. Et ouais. Quand il prend la fuite pour Paderborn, il n'a plus autorité sur la ville de Rome. Donc bien sûr qu'il va au-devant de Charlemagne, parce qu'il ne va pouvoir entrer dans Rome qu'à la tête des armées franques. Et le premier rituel en fait, de ce long couronnement impérial qui a été planifié, c'est d'abord de rétablir la dignité de Léon III. De faire le procès de ses accusateurs, de dire que le pape était innocent, qu'il mérite pleinement d'être rétabli, et ainsi de suite. Donc oui, il y a quand même un échange de bons procédés qui est soigneusement scénographié. Et pour enfoncer le clou, en fait, pendant tout le IXe siècle, il y a un personnage, un marquis franc, dont la mission officielle est à la fois de surveiller et protéger le pape, c'est le marquis de Spolète, qui est juste à côté, qui va assez fréquemment à Rome. Le pape s'en plaint parfois, mais quand il y a un problème, c'est lui qui intervient pour protéger le pape. La foule est présente, il y a une acclamation. Oui, c'est ce que disent les sources. Impossible de vous donner une idée des effectifs. C'est impossible de savoir si c'est une reconstruction, s'il y avait 2000 personnes. Ou le jour de Noël à Saint-Pierre, il y avait du monde. Le jour de Noël à Saint-Pierre, il y avait du monde. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent en permanence, je veux dire, d'Occident entier. On a des anglo-saxons qui ont une route de pèlerinage directe vers Rome. Il y a des asiles, des hébergements qui sont là tout autour de Saint-Pierre, prévus pour ça, pour accueillir les différentes nations. Il faut imaginer qu'on est avant Compostelle. Donc c'est le lieu de pèlerinage de l'Occident latin. Voilà. Donc oui, il y a du monde. Il y a du monde. C'est Noël. Il y a une formule, celle d'empereur des Romains, qui est appliquée à Charlemagne. Est-ce qu'elle doit être lue comme une simple reprise d'un titre ancien ou bien comme une reconfiguration de l'idée impériale ?
Alors ça, c'est une question très importante parce que Charlemagne n'aime pas du tout qu'on parle de lui comme d'un empereur des Romains. Et si vous regardez aussi bien l'acclamation liturgique, donc du jour de Noël 800, que le titre que Charlemagne met 6 mois à inventer, et c'est fin mai de l'année suivante qu'il fixe enfin son titre, qui est un titre extrêmement tarabiscoté, alambiqué, long et à tiroir, il n'y a pas empereur des Romains. Il est sérénissime Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur, gouvernant l'Empire romain. Donc il le gouverne un petit peu de l'extérieur, l'Empire romain. Il adopte, ce faisant, une formule de Justinien, donc en fait il est dans le mimétisme d'un empereur byzantin, d'un empereur d'Orient, dont il est allé trouver la formule probablement dans les archives de Ravenne, sur le chemin du retour. Couronné par Dieu, c'est la même chose, ça vient des documents officiels de Justinien. Donc Ravenne, parce que nos téléspectateurs ne le savent pas, Oui. La capitale de l'Empire est passée de Rome à Ravenne au 4e, Au 5e siècle, il y a eu une phase où Ravenne peut être considérée comme la capitale, ou en tout cas la résidence impériale, et ça a été ensuite la capitale de l'Italie byzantine, la capitale de la préfecture et de l'exarcat ensuite. Donc il y avait une grosse archive, il reste d'ailleurs des papyries du VIe siècle qui émanent de la préfecture byzantine, donc des documents administratifs romains, c'est spectaculaire, et c'est dans ces documents-là que Charlemagne a puisé l'inspiration de son titre, mais l'idée la plus importante sur laquelle on doit insister, c'est qu'il n'est pas dans son esprit empereur des Romains, et il le fait voir très vite, comme l'a très justement dit Marie, en 813, lorsqu'il couronne son fils, il le couronne très loin de Rome, et il le couronne dans la chapelle du palais impérial d'Aix, mais il le couronne empereur tout court. Et même son fils, qui était pourtant très respectueux envers l'Église et envers le pape, lorsqu'il adopte une bulle au début de son règne, donc juste après 814, la bulle dit « Renovatio regni Francorum », rénovation du royaume des Francs, ouais. pas de l'Empire des Romains. Donc les Francs, en fait, ont créé, j'aimerais dire que Rome a été le chemin le plus court vers l'Empire pour les Francs. Donc ils créent un empire dont ils veulent très vite que ce soit le leur et pas l'Empire romain. Et ce d'autant plus que empereur des Romains, c'est le titre de l'empereur de Constantinople. Prendre le titre d'empereur des Romains, c'est déclarer la guerre à Constantinople. C'est une usurpation que les Byzantins vivent très mal. Donc Charlemagne, sans doute, a un projet d'abord d'hégémonie sur le monde franc, a envie d'être le protecteur du pape, ça c'est une chose, mais a sans doute un projet universaliste, mais n'a pas du tout l'intention de devenir empereur de Constantinople. Donc il y a ce titre-là, c'est une pomme de discorde qui est en fait éliminée assez diplomatiquement, lentement. Il va falloir des négociations et un traité en 812 pour que le partage des tâches soit fixé noir sur blanc avec Byzance. Alors justement, vous parlez de projet universaliste. Est-ce qu'on peut aussi parler de défense de l'orthodoxie dans la continuité de ce que nous disions au début de l'émission et donc de préservation de l'unité? Est-ce que, au fond, ce n'est pas l'expression de ce qu'on appellera plus tard la chrétienté médiévale qui n'a rien à voir en soi avec une continuité avec l'Empire romain? Là, je suis embêtée pour répondre à cause de la notion de chrétienté. Il n'y a pas de mot pour le dire, c'est-à-dire qu'on n'a que le mot latin Christianitas. Et Christianitas, c'est le mot pour dire la religion chrétienne. Or, ce qu'on va mettre beaucoup plus tard derrière chrétienté, c'est une dimension géopolitique. C'est un territoire sur lequel le christianisme est majoritaire et justifie la forme de pouvoir. C'est pas du tout ça que Charlemagne est en train de créer, ou en tout cas, ça n'est pas en ces termes-là que les élites qui l'entourent l'ont pensé. Je ne sais pas s'il prétend tellement à la défense de l'orthodoxie. Il prétend certainement à l'expansion du territoire du christianisme, ce qui est un peu autre chose. Et finalement, l'ensemble de ces conquêtes, avant et après l'Empire, vont dans le sens d'une christianisation obligatoire des populations. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne passe pas sous la domination franque sans avoir reçu le baptême. Ça c'est fondamental. Mais c'est finalement antérieur au titre impérial lui-même. On parle de la conquête des Saxons ici. Les Saxons sont baptisés. Voilà. Mais en soi, est-ce que finalement, Charlemagne se dit « je crée un monde nouveau » ? Alors, ce serait quand même bien excessif, puisque ce sont des gens qui sont profondément conservateurs et qui ont le regard tourné vers le passé. D'ailleurs, par exemple, en 816, lorsque Louis le Pieux se fait couronner
par le pape Étienne IV, couronné et sacré. Le pape Étienne IV apporte une couronne dite de Constantin. Et la fameuse tombe de Saint-Pierre sur laquelle prie Charlemagne en 800, tout le monde à l'époque sait que c'est une tombe, un tombeau qui a été bâti par Constantin, dans une basilique bâtie par Constantin. Donc la référence impériale, elle est toujours tournée vers le passé. Cependant, je pense quand même qu'il y a dans l'empire que crée Charlemagne une dimension chrétienne absolument incontournable, qu'on ne peut peut-être pas qualifier de chrétienté, parce qu'effectivement, le terme est anachronique. Cependant, ça a été vital pour la légitimité de cet empire et pour son idéologie. J'en voudrais pour preuve le fait qu'à cette époque-là, dans les sacramentaires, c'est-à-dire en fait dans les textes qu'on dit à la messe tous les jours, des sacramentaires qui pour certains remontaient au monde romain ou qui étaient inspirés par l'Italie byzantine, pour le dire en un mot, et qui faisaient donc référence souvent à la liberté romaine ou à l'Empire romain. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le monde franc, dans le monde italien, on prie pour l'Empire romain au 8e siècle encore. Eh bien, vous voyez qu'à la fin du 8e siècle, puis au 9e siècle, petit à petit, on remplace Empire romain par Empire chrétien. On remplace liberté romaine par liberté chrétienne. Donc, il y a quand même une sorte de ripollinage, deuxième couche de peinture où on remplace la référence romaine par la référence chrétienne. Ce glissement-là est absolument passionnant, parce qu'en fait, ce que Warren est en train de décrire, c'est le changement de la signification de romain. Romain veut dire, évidemment, pour Justinien, un empire universel, celui du bassin méditerranéen, celui qu'on a hérité de Constantin et de Théodose. Et pour Charlemagne... Justinien, c'est la fin du Justinien, il est mort en 565. Voilà, Théodose, c'est l'édit Théodose de 380. À peu près. Si on passe là maintenant à romain pour Charlemagne, ça veut dire l'Église qui est à Rome. Et l'Église qui est à Rome en tant qu'elle incarne la perfection de l'Église et du christianisme. Et donc passer de empire romain, entendons pour nous byzantin, à empire chrétien, ça veut dire fidèle à Rome. C'est cette chrétienté latine, si on veut reprendre le terme de chrétienté, c'est cette Église latine qui a conserver la vérité de la foi, qui a aussi conservé la vérité des pratiques. Parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais l'Église carolingienne, c'est celle aussi qui va chercher à Rome sa façon de célébrer la messe, sa façon de chanter les psaumes. Voilà, avec cette référence romaine, comme si l'Église de Rome incarnait le seul christianisme. Et c'est cette vision-là, c'est cet universalisme-là qui change, qui est nouveau, pas l'universalisme du bassin méditerranéen, mais d'une Église romaine étendue au monde latin. C'est ça que Charlemagne est en train de faire. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit aussi, mais il y a une réforme liturgique aussi à cette époque. La liturgie est extrêmement importante. Alors, dire qu'il y a une réforme, ça donne l'impression qu'un décret tombe et qu'on réforme, mais c'est clair que Charlemagne va chercher... Déjà son père, Pépin le Bref, allait chercher des sacramentaires à Rome. Les réécrivaient un peu, faisaient des ajouts, c'est ce qu'on appelle le sacramentaire grégorien d'Adrien supplémenté. C'est un petit peu barbare, mais oui, la liturgie romaine se répand dans tout le monde franc. Et ce qui est encore plus important et incroyable, c'est que c'est non seulement la liturgie romaine, mais c'est la liturgie privée du pape. Lorsque Charlemagne demande au pape Adrien Ier, vous avez compris que c'était son grand ami, un sacramentaire, le pape ne comprend pas très bien ce qu'il lui demande, il lui envoie son sacramentaire personnel, c'est-à-dire la messe que lui doit dire tous les jours, pas la messe que les différents prêtres des tituli romains doivent dire tous les jours. Charlemagne reçoit ça et dit, voilà, c'est parfait, on répand partout. C'est le sacramentaire grégorien d'Adrien. Ce qui veut dire que partout dans l'Occident, on s'est mis à dire la messe comme le pape. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous avez des églises à double chœur, un chœur vers l'Est, un chœur vers l'Ouest. Pourquoi ? Parce qu'à Rome, vous aviez des églises qui n'étaient pas orientées dans notre sens à nous, c'est-à-dire dans lesquelles le chœur se situait du côté ouest, comme Saint-Pierre de Rome, comme Saint-Jean du Latran. Et donc l'influence matérielle de la liturgie romaine est palpable dans tout l'Occident latin. On reconstruit même des églises pour pouvoir dire la messe avec deux chœurs différents, comme le pape à Rome. C'est absolument fondamental pour savoir ce que Charlemagne a légué en vérité, parce que quand on lit la biographie de Charlemagne qu'a écrite un moine qui s'appelle Notker, Notker écrit 3 générations après Charlemagne, et ce qu'il a retenu, entre autres choses, mais c'est par cela qu'il commence, ce qu'il a retenu de l'action de Charlemagne, c'est la réforme liturgique. Il commence comme ça. Charlemagne, c'est celui qui... Alors il le confond avec son père, voilà, il mélange un peu tout. C'est celui qui a appris à l'Occident à chanter comme il faut. Voilà, c'est
la première qualité impériale de Charlemagne. Alors, il nous reste 7 minutes. J'ai encore beaucoup de questions. Alors, je vais en choisir simplement 2 ou 3. Tout d'abord, parce qu'on a bien vu qu'il y avait une question géopolitique, ce que vous avez appelé le hard power. Quel sera le couple pontife-empereur au IXe siècle? Est-ce que c'est un couple fragile, toujours négocié? On n'a pas assez dit à quel point les papes sont faibles au 8e et au 9e siècle. En dehors de la grande personnalité d'Adrien Ier, qui sort un petit peu du lot, les autres papes sont des personnalités un peu pâles ou un peu effacées avant Nicolas Ier. Donc en fait, le dialogue, il est un petit peu biaisé par cette inégalité de personnalité et de pouvoir, sauf si tu vois d'autres... Non, mais tout à fait, c'est-à-dire que tu mets une borne à Nicolas Ier, et donc je rebondis là-dessus, parce qu'il y a une sorte de jeu de vase communicant, à mesure que les empereurs puis rois carolingiens vont s'affaiblissant, avec une compétition politique de plus en plus farouche, et puis des conflits au sein de la famille carolingienne. Au contraire, les papes commencent à gagner une importance qu'ils n'avaient pas à l'époque de Charlemagne. Quand je dis une importance, c'est une capacité à intervenir directement dans la gestion des affaires religieuses et parfois politiques des royaumes francs au nord des Alpes. Alors, sous l'influence de divers facteurs, la redécouverte du droit canon antique, qui disait déjà de temps en temps que le pape est infaillible, ne saurait se tromper, les lettres des notes disent ça, et puis sous l'influence de falsifications qui se répandent comme une traînée de poudre à partir des années 840, notamment les fausses décrétales du pseudo-Isidore. Et donc vous avez une série de 3 grands papes interventionnistes, dirait-on, dans les années 860-870, Nicolas Ier, Adrien II, Jean VIII, qui préfigurent vraiment les papes grégoriens, parce qu'ils envoient des légats plénipotentiaires qui s'amusent à déposer des évêques, à réunir des assemblées, à négocier de force avec les souverains. Et le pape sert de cour d'appel général à la chrétienté. Maintenant, tout prêtre qui est mécontent du jugement de son évêque va à Rome pour obtenir la cassation du jugement en question, ce qui contrarie prodigieusement les évêques et les métropolitains francs de l'époque. Et puis enfin, le pape intervient dans les affaires politiques, et notamment dans le choix de l'empereur. Et ça, c'était pas pensable du temps de Charlemagne ou de Louis le Pieux. L'empereur était choisi par le peuple franc. Il n'était pas question que le pape se prononce ou intervint dans le choix de qui serait l'empereur. Mais quelqu'un comme Jean VIII choisit l'empereur en 875, lorsqu'il porte son choix sur Charles le Chauve. Une dernière question en 3 minutes. Est-ce que le couronnement prend date avec l'avenir? Est-ce que le couronnement du 800, est-ce que c'est un événement au fond isolé, ou est-ce qu'il devient une référence pour les générations suivantes? Alors le couronnement peut-être pas, mais Charlemagne, oui. Charlemagne devient un mythe dès la génération de son fils. Et quand les Ottoniens se réfèrent veulent prendre le titre impérial, c'est en pensant à Charlemagne, qui est devenu l'incarnation de toutes les vertus politiques, mais aussi de toutes les vertus morales, parce que ce sont quand même les Ottoniens qui canonisent Charlemagne. Canonise Charlemagne. Ouais. Moi, je compléterai juste avec ce avec quoi vous aviez commencé, c'est-à-dire la confusion du sacre et du couronnement. Donc, comme vous l'avez compris, le sacre, vers 800, le sacre est un rite royal, le couronnement est un rite impérial qui, en fait, est imité du couronnement impérial byzantin. Et puis, au IXe siècle, se produit la fusion entre ces 2 rites. Dans un premier temps, en 816, comme on l'a dit tout à l'heure, le pape Étienne IV, à la fois couronne et sacre Louis le Pieux. C'est la première fois que les 2 gestes sont pratiqués sur la même personne, sacre et couronnement, ensemble. Et c'est à Reims. Et c'est à Reims. Peut-être une dernière question, mais une réponse très rapide. Jacques Le Goff estimait que Grégoire le Grand, le pape à la charnière du 5e et du 6e siècle, était davantage père de l'Europe que ne l'était Charlemagne. Vous pensez que le couronnement, enfin le couronnement rend Charlemagne plus père de l'Europe que ne l'a été Grégoire? Non, c'est Grégoire le Grand qui gagne. À la fin. C'est L'influence de Grégoire le qui Grand. gagne à la fin. Oui. Grégoire le Grand est l'auteur le plus lu du Moyen-Âge, mais si ce dont on parle, c'est de l'Europe comme entité culturelle, politique, sociale, moi je me prononce sans hésiter pour Charlemagne. On a le droit d'être en désaccord. On est en désaccord. Nous terminons sur ces désaccords. Merci à vous deux pour cette émission extrêmement riche consacrée aux Carolingiens. On a enregistré une émission, Charlemagne était-il saint? Ça c'est clair que non. Non. Voilà, que vous pouvez retrouver sur KTO TV dans nos archives, et retrouver aussi l'émission enregistrée avec Warren Peset consacrée
à la Disputatio, une émission que j'avais eu la joie d'enregistrer avec le cher Pierre-Antoine Fabre. Je montre à nouveau vos ouvrages. D'abord, Marie-Céline Iséa, l'histoire des Carolingiens, un ouvrage paru au Seuil déjà il y a plusieurs années, qui est toujours disponible et que vous pouvez découvrir pour les étudiants en histoire. Je pense notamment aux étudiants aux agrégatifs qui travaillent sur le sujet. Vous avez aussi donc cette autre histoire, une autre histoire parue dans la bibliothèque d'histoire des textes à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, donc sur la façon dont les hagiographes écrivent l'histoire, ceux qui écrivent l'histoire des saints, comment ils ont appris à écrire cette histoire et également, naturellement, leur rapport au passé. Et enfin, donc, Warren Peset, les annales de Saint Bertin, paru aux éditions Les Belles Lettres. C'est un texte donc qui évoque l'histoire des Carolingiens au IXe siècle, qui est commenté par vous. Et puis, je voudrais citer toujours aux Belles Lettres cet ouvrage, Gouverner l'Empire en Occident, de Philippe Depreux, des Carolingiens au règne de Conrad II, 737-1039, symbolique du pouvoir et pratique sociale. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et si vous êtes amoureux de l'histoire, n'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com. J'y ai reçu notamment Warren Peset afin d'évoquer les annales de Saint-Bertin. Donc vous allez sur storiavoce.com, plus de 700 podcasts, 750 podcasts vous y attendent. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Risque de l'Histoire.